Merci Bertrand, merci Bob pour cette super présentation. Donc on va s'attarder sur cette présentation sur le plan sagittal et les radiographies donnent tout de même beaucoup d'informations et on va utiliser la radiographie pour étudier cette métaphyse proximale du tibia. Mais avant tout, il faut de bonnes radiographies bien faites avec superposition des condyles autant que possible, donc en utilisant fluoroscopie, une flexion satisfaisante et une longueur de tibia suffisante. On connaît un peu maintenant bien toutes ces valeurs. On peut mesurer la pente postérieure du tibia, la translation tibiale antérieure, la hauteur rotulienne. Et par exemple, chez ce patient, jeune patient qui a une pente déjà très élevée, vous voyez 16 degrés en prenant l'axe médio-diaphysaire comme référence, et vous voyez une translation tibiale antérieure en appui monopodal de 15 mm, ce qui est énorme. Eh bien, on peut étudier également l'anatomie de ce tibia. On peut par exemple mesurer cette distance antérieure, donc la hauteur antérieure du plateau. Ça a été décrit par Avett en 2007. Et on peut également mesurer la distance postérieure du plateau. On peut aussi mesurer l'inclinaison postérieure du tibia avec cet angle antérieur alpha et l'angle bêta postérieur. Également, bien sûr, l'index de Caton-Deschamps et d'Insole-Salvati, puisque chez ces patients avec une pente élevée, on peut se demander si la hauteur rotulienne est influencée par la pente. Alors, on a fait une étude sur 350 patients avec rupture du LCA. On a exclu tous les patients avec des gestes osseux pour ne pas perturber les mesures. On avait des radios digitales standardisées, une longueur de tibia suffisante. On a positionné 15 repères en utilisant Osirix et en récupérant les coordonnées de ces points, ce qui a permis un export vers le logiciel R et on a pu faire toutes les mesures que vous allez voir après. Donc on a mesuré la pente selon les 3 axes tibiaux, la translation tibiale antérieure, la hauteur de la métaphyse antérieure et postérieure. On a mesuré la valeur absolue et également la composante verticale de ces valeurs. L'angle alpha, l'angle bêta et la hauteur rotulienne selon les 2 index. On a utilisé cette méthode statistique et on a également comparé les patients avec une pente normale et une pente excessive, c'est-à-dire supérieure à ou égale à 12 degrés. C'est le seuil qu'on a choisi dans cette étude. Il nous fallait 24 genoux pour avoir une puissance suffisante. Et je remercie au passage Research, donc, qui a fait l'analyse statistique à propos de ces 5000 points au total dans cette étude. Ici, on a la cohorte avec une pente médiale en utilisant l'axe médio-patellaire à 9,8 degrés en moyenne, ce qui est conforme à ce qu'on retrouve dans la littérature. Et dans l'analyse des corrélations, on a retrouvé une corrélation, mais très faible, entre la pente et cette hauteur du plateau antérieur et postérieur. Par contre, on a retrouvé une corrélation beaucoup plus forte entre la pente et l'inclinaison du tibia avec l'angle alpha et l'angle bêta. Ce qui veut dire que le patient avec une pente élevée a une inclinaison postérieure du tibia. Enfin, on n'a pas retrouvé de corrélation du tout entre la pente et la hauteur rotulienne. Donc la pente n'influence pas cette hauteur rotulienne. Ensuite, on a comparé les patients avec des pentes normales et des pentes excessives et on n'a pas vu de différence concernant la hauteur de la métaphyse dans sa partie antérieure, que ce soit pour la composante verticale ou la valeur absolue. On a retrouvé une différence pour la hauteur postérieure uniquement pour la valeur absolue. Et par contre, grande différence concernant cet angle antérieur d'inclinaison et également l'angle d'inclinaison postérieure. Enfin, chez les patients avec une pente excessive, on en avait 83 dans cette étude. On a pu simuler la correction par une ostéotomie tibiale sus-tubérositaire grâce aux coordonnées des points et des calculs géométriques. Et chez 99% des patients, lorsqu'on réalisait une correction avec une cible à 5 degrés, eh bien, on avait une métaphyse résiduelle de au moins 15 mm. Alors, les conclusions de l'étude à retenir, c'est que tout d'abord, la pente excessive, c'est pas une hauteur antérieure excessive, c'est avant tout une inclinaison postérieure de la métaphyse. Ça, c'est une donnée qui n'était pas clairement démontrée dans la littérature. Également, lorsque vous réalisez une ostéotomie à ce niveau, par exemple une ostéotomie supratubérositaire, eh bien, l'ostéotomie va réaliser la correction exactement à l'endroit de la déformation. Donc ça, c'est important de le souligner.
Et la troisième conclusion, c'est que lorsque vous réalisez une ostéotomie supratubérositaire, dans 99% des cas, eh bien, vous avez au moins 15 mm résiduels chez ces patients avec pente excessive, ce qui nous paraît suffisant pour une fixation avec agrafe. Et c'est ce que va nous montrer David maintenant. Je vous remercie. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à lire donc les différents détails de ces études. Merci beaucoup.